La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025 et ça s'appelle Action en extase, dollar au supplice. Les investisseurs ont l'air de vivre assez bien une actualité économico-politique plutôt tumultueuse après un premier semestre qui s'est terminé hier en apothéose pour Wall Street. La première semaine de juillet va être dominée par les négociations commerciales multilatérales avec les États-Unis qui ont fixé une date butoir sur ce point au 9 juillet et par le superbe projet de loi fiscale un petit peu cabossé quand même de qui vous savez, censé être signé le 4 juillet pour la fête nationale américaine. Et pendant ce temps, il faut aussi ajouter que le dollar coule. Après DeepSeek, le Doge, les tarifs réciproques, l'échec de la paix en Ukraine, le budget US et la guerre au Moyen-Orient, le premier semestre se solde donc par des gains solides pour la plupart des actifs financiers. Et ça, c'était quand même pas vraiment gagné. J'ai déjà dressé hier un mini bilan global aussi, vais-je me concentrer sur les actions ce matin. Grâce à un rebond frénétique, Wall Street a en effet gommé un début d'année qui était catastrophique. L'indice S&P 500 affiche désormais 5,5% de gains au tournant de l'année, c'est à peine 1% de moins que le Stoxx Europe 600 européen qui a lui gagné 6,6%. Il avait toutefois compté jusqu'à 10% d'avance au cours du semestre sur l'indice américain. Alors une des principales différences, c'est cette baisse de 1,3% affichée par les actions européennes au cours du mois de juin. On manquait beaucoup de souffle du côté du marché européen, alors que dans le même temps, les actions européennes ont affiché plus 5%. Alors j'ignore ce qu'il est advenu des déclarations fracassantes des stratèges sur la rotation inéluctable en faveur des actions européennes en 2025 et peut-être juste qu'une fois de plus, les investisseurs ont fait semblant d'y croire tout en achetant frénétiquement des titres cotés aux États-Unis. En tout cas, plus sérieusement, les meilleurs tacticiens sont ceux qui sont allés chercher les 5% de gains européens au premier trimestre avant de prendre les 10,5% de hausse du marché américain au second trimestre. On notera quand même que les places occidentales ne sont pas les plus performantes à mi-année. L'indice MSCI marchés émergents a gagné lui 13,7% au premier semestre. Je ne vais pas refaire l'histoire ici, mais c'est notamment en raison de l'évolution du dollar. Et oui, parce qu'en parallèle de ces fluctuations, l'évolution du dollar est une autre pièce majeure du puzzle économique. D'ailleurs, le dollar index qui compare le billet vert à un panier de devises qui comprend l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, le franc suisse et la couronne suédoise a perdu tout simplement 10,5% au cours du premier semestre 2025. D'ailleurs, il faut remonter assez loin pour trouver trace d'une variation supérieure. C'est la plus grosse glissade semestrielle du greenback depuis 1973. C'est-à-dire donc depuis plus d'un demi-siècle, quand Richard Nixon était aux commandes des États-Unis, que Michel Sardou chantait la maladie d'amour et que Motorola inventa le téléphone portable, en tout cas le DynaTAC, ancêtre du téléphone portable. Il pesait alors environ 1 kg. Une telle variation du dollar est évidemment rarissime et elle illustre bien la puissance des mécaniques macroéconomiques sous-jacentes depuis le retour aux affaires du 45e président des États-Unis. Des mécaniques qui pèsent aussi d'ailleurs, on en a déjà pas mal parlé sur les performances des portefeuilles puisque les investisseurs européens ont redécouvert le risque de change. Je vous ai mis dans la chronique écrite le lien vers une vidéo réalisée par mon collègue Yves Sanker avec quelques conseils pour se protéger de cette situation. Je précise aussi qu'au-delà du dollar index, moins 10,5%, la paire euro-dollar a évolué de façon encore plus spectaculaire. La monnaie unique a en effet gagné près de 14% depuis le 1er janvier face au billet vert. On a touché d'ailleurs ce matin la zone des 1,18$ pour 1 euro. C'est une première depuis 2021. Sur le plan commercial et politique, les regards restent tournés vers Washington et ses partenaires. En effet, l'actualité de la semaine reste quand même centrée sur les négociations commerciales en cours et sur l'avancée du processus législatif du paquet de mesures que la Maison-Blanche veut faire entrer en vigueur vendredi. Alors sur le premier point, des compromis semblent en passe d'être trouvés, un petit peu comme ce qui a été négocié entre les États-Unis et le Royaume-Uni il y a quelques semaines. Alors pour expliciter les choses, Washington a l'air prête à aller relativement loin dans les concessions pour autant que la situation s'améliore pour les États-Unis, tandis que les autres pays sont en voie d'accepter de concéder quelques avantages aux USA pour éviter une guerre commerciale totale. Il s'agit pour la Maison-Blanche de pouvoir crier victoire et pour les partenaires commerciaux d'obtenir un accord relativement honorable. Et là, c'est manifestement l'état d'esprit de l'Union européenne puisque des rumeurs concordantes laissent penser que Bruxelles est prête à accepter la surtaxe minimale américaine en échange de concessions sur certains secteurs stratégiques. La perspective d'un compromis de ce type soutient
en tout cas l'optimisme ambiant, on est un petit peu partagé entre le tout ça pour ça et le sentiment que les États-Unis n'auraient pas obtenu ces petites avancées si la Maison-Blanche n'avait pas renversé la table il y a quelques mois. C'est donc, à mon avis, une forme de succès pour la stratégie du président américain, même si cela confirme que les États-Unis ne régleront pas leur souci de déficit avec les droits de douane. Ce qui nous amène à la seconde actualité de la semaine, le passage au Congrès de la grosse loi fiscale et budgétaire de l'exécutif américain. Du côté du Sénat, les républicains ont quand même du mal à obtenir une majorité sur le texte. Le jeu des amendements devrait toutefois permettre de faire avancer le projet aujourd'hui. En tout cas, c'est l'enjeu du jour et des prochaines 72 heures puisque la Maison-Blanche tient absolument à faire coïncider la signature de l'entrée en vigueur du texte avec la fête nationale du 4 juillet vendredi. D'ailleurs, pour l'anecdote, quoique c'est peut-être pas anecdotique, on notera qu'Elon Musk est en train de savonner la planche républicaine. Après avoir renouvelé ses critiques à l'égard du projet de loi hier, il a menacé de mobiliser des moyens pour empêcher la réélection des parlementaires qui soutiendraient le texte. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le semestre démarre en baisse au Japon, moins 1% et à Hong Kong, moins 0,9%. En revanche, côté Australie et Inde, on est dans le vert, en tout cas dans le vert clair, et la Corée du Sud et Taïwan prennent 0,9%. L'ouverture européenne, elle est plutôt incertaine. Côté actu des sociétés en France, la participation de Renault dans Nissan sera désormais considérée comme un actif financier et non plus comme une mise en équivalence. Du coup, Renault va subir une perte financière non cash de 9,5 milliards d'euros dans ses comptes du S1. L'Oréal a racheté la marque de soins capillaires Color Wow. Air Liquide va investir jusqu'à 170 millions d'euros en Louisiane aux États-Unis. Sodexo vise désormais le bas de sa fourchette de prévision. Nexans a finalisé la cession de son activité de câble industriel pour 525 millions d'euros. Ipsos nomme 3 nouveaux administrateurs, EuroAPI a vendu un site britannique et Equasense acquiert les solutions DIS et Resurgence de NovaProv dans les logiciels pour les établissements de santé. Clarnova pour sa part a finalisé la cession de sa division Planet Art pour environ 145 millions d'euros. On a pas mal de publications de mid-cap en France depuis hier soir, Argan, Cafom, EO2, Rapid Nutrition, Lucibel, ST Dupont, Agrogénération ou encore Grainvolts. Ailleurs en Europe, Mercedes a guidé sur des ventes du T2 conformes à celles du premier trimestre 2025, soit une baisse d'environ 8 à 10% sur un an. BBVA a décidé de maintenir son offre sur Banco de Sabadell. Umicore a relevé ses prévisions pour cette année après un premier semestre meilleur que prévu. Banca Mediolanum a cédé l'intégralité de sa participation dans Mediobanca, c'est-à-dire 3,5% du capital pour environ 548 millions d'euros. Holcim se réorganise après la scission d'Emrise. Stanchart est embarqué dans un procès à 2,7 milliards de dollars dans le cadre du scandale AMDB. Vestas a décroché une commande de 115 MW en Allemagne et un placement d'actions Wise a apparemment été réalisé à 1030 pence par titre. Du côté de l'Amérique du Nord, Apple envisage d'utiliser Anthropic ou OpenAI pour alimenter Siri dans ce qui est un revirement majeur selon Bloomberg. Par ailleurs, le groupe pourrait être poursuivi pour abus de position dominante aux États-Unis après le rejet de son appel. General Mills a cédé ses yaourts à Lactalis. Boeing nomme Jay Malav, l'ancien directeur financier de Lockheed Martin, au poste de directeur financier. AbbVie va acquérir Capstan pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars. Hershey va supprimer les colorants synthétiques de ses snacks d'ici fin 2027, révèle Bloomberg. Du côté de Bombardier, on a reçu une belle commande de 50 jets Challenger et Global avec les services associés pour 1,7 milliard de dollars. Robinhood va lancer des répliques numériques des actions américaines sur le marché européen et Tesla augmente le prix de la version longue autonomie de sa Model 3 en Chine de 1400 $. Ailleurs dans le monde, Nissan cherche à retarder les paiements à ses fournisseurs afin de libérer des liquidités selon des courriels internes de l'entreprise obtenus par Reuters, et les livraisons de véhicules électriques de Xiaomi sur le marché chinois ont dépassé 25 000 unités au cours du mois de juin. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.